c'est que quand on revient du Mali, du coup, je continue à passer des qualifs au sein du 10, dont le stage shooter à très grande hauteur sous oxygène. Et quelques mois après, on est projeté au Levant, donc au Moyen-Orient, en Irak. Moi, si tu veux, on est projeté pour 4 mois, mais moi, je me marie dans la période des 2 premiers mois. Et j'ai un camarade à moi sa femme accouche dans la période des 2 derniers mois. Et en fait, on demande à faire une rotation dans le groupe. Comme ça arrange tout le monde. Tout le monde peut partir et tout le monde est content. Du coup, le commandement accepte. Du coup, je me marie. 3 jours après, je pars là-bas et 10 jours après, je pète. Du coup, ça laisse le temps à mon pote de faire l'accouchement de sa femme et de revenir. Bon, c'était la petite histoire. Donc voilà. Là-bas, Alors, on est sur une ouais. mission pour appuyer les forces kurdes pour les soutenir. Donc voilà. Du coup, on était en appui des Kurdes là, sur une position où il se passait pas grand-chose et Daesh était à une centaine de mètres devant nous. Et il y a un drone qui vient nous survoler. C'est un drone qui était en delta, donc avait une aile volante, tu vois. Et les forces spéciales canadiennes avaient le même genre de drone. Du coup, normalement, quand ils nous survolent, les drones, on les abat. Mais là, on l'a pas abattu parce que possibilité que ça soit aux forces spéciales canadiennes. Donc, on s'est méfié, on s'est protégé. Donc voilà, le drone est parti et il est tombé plus loin. Les Kurdes ont été le chercher parce qu'on était à côté d'un état-major kurde. L'ont ramené et du coup, avec mon camarade, on a commencé à prendre des photos en se méfiant quand même. Moi, j'étais à 4 mètres derrière un véhicule. Mon camarade était à 6 mètres derrière un autre véhicule. Et le drone était au sol, au milieu des deux Kurdes. Et il a pété, quoi. Donc, quand il a pété, je perds pas connaissance. C'est hyper violent. Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas si tu viens de prendre du RPG, du mortier, ou voilà. Ou que ce soit le drone qui est pété. Et Euh, t'étais derrière le véhicule quand il a pété ou tu n'étais plus derrière le véhicule? ouais, comment dire? J'étais plus ou moins caché dans l'angle du véhicule, en fait. Derrière. J'étais pas complètement derrière. J'étais dans un angle du véhicule caché, tu vois, dépassé un peu sur le côté. Et du coup, j'ai été projeté en arrière. J'ai pris un gros blackout, mais j'ai pas perdu connaissance. Et mes souvenirs reprennent quand je suis en train de voler en arrière et que je tombe au sol, en fait, sur le dos. Du coup, ben, sonner, mais toujours en capacité de me checker et de réfléchir. Du coup, je me check. Je vois que j'ai pas mal d'éclats sur tout le corps. Euh, j'ai toujours ma jambe droite et ma jambe gauche est à moitié arrachée. Elle tient par enfin, par le pantalon et les lambeaux de peau, quoi. Donc, au niveau du genou. Donc, ben, je prends mon garrot et puis je commence à poser mon garrot pour me médicaliser. Et, euh, et là, les copains arrivent pour nous prendre en compte, nous médicalisent, nous stabilisent euh, et nous évacuent sur une zone annexe puisqu'on est la Médévac ne veut pas poser où on était, puisqu'on est trop près de Daesh. Donc ça, c'est sûr, ça serait con de faire tomber un hélico, faire partir un hélico au tas pour venir chercher des gars. Donc en gros, ils mettent une demi-heure pour me stabiliser parce que je suis quand même bien touché. Et une fois stabilisé, on reprend les pick-up et ils m'évacuent sur une zone annexe derrière les lignes un peu plus loin. Du coup, c'est la Medevac qui vient nous récupérer en hélico. Et donc, je perds toujours pas conscience. Et je pars un peu dans les vapes. Donc, j'arrive à tenir. Et quand on arrive à l'hélico, les gars nous demandent s'ils peuvent nous injecter des drogues pour nous faire partir. Et moi, j'accepte. Et voilà. Du coup, ben, voilà, fin de la mission en 10 jours. Euh, je suis évacué sur un hôpital américain. En même temps, en France, on a une des meilleures chaînes Medevac au monde. C'est-à-dire que autant sur place, on a une très bonne chaîne, en France aussi, puisque quand ça pète, qu'il y a des gros clashs comme ça, en fait, il y a des avions qui sont prêts à Paris à décoller et en alerte à décoller directement pour venir nous chercher au plus vite. Donc, du moment qu'on pète, et il y a un Falcon qui décolle de Paris pour venir sur le territoire nous récupérer. Donc,
quand on est à l'hôpital américain, le Falcon récupère mon camarade et moi, je suis plus transportable. Donc, parce que pas encore stabilisé, je suis en pronostic vital engagé et intransportable. Donc, je reste 24 heures de plus sur le territoire pendant que mon pote est rapatrié en Falcon, lui, sur Paris, à l'hôpital des armées de Percy. Et moi, je suis rapatrié 24 heures après par un C-17 américain sur Percy aussi. À partir de là, 10 jours de coma, un mois et quelques en réa en pronostic vital engagé. Et pendant les 3 premières semaines, premiers mois, je sais plus, peut-être une cinquantaine de blocs et d'opérations. Enfin non, j'ai une cinquantaine de blocs en tout. euh, mais pendant le premier mois, une bonne vingtaine, une bonne trentaine, pour me stabiliser et me soigner de mes brûlures et de mes amputations. Parce que du coup, je reviens en France avec la deuxième jambe, mais pendant l'explosion, en fait, il y a des bactéries qui vont dans le corps et qui font comme une gangrène, en fait, si tu veux. Donc, pour l'arrêter, avec tous les médicaments et tout, ils n'y arrivent pas. Et du coup, ton corps, enfin, ton membre, il meurt au fur et à mesure, ça remonte exactement comme une gangrène. Du coup, il coupe, en fait, pour stopper ça. Du coup, il coupe moitié pied, cheville, tibia, genou sur 3 semaines, ça. Et du coup, ils arrivent à stopper avec les antibiotiques et le coupage de membres au niveau du genou, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je me retrouve double amputé fémoral, donc ce qui est double amputation au-dessus du genou, quoi. Donc, j'ai plus l'articulation du genou. Dans le même temps, j'ai les intestins qui sont touchés. Donc, j'ai 2 mètres de tuyaux qui sont coupés. Je reste avec une poche pour mes selles, pour éviter enfin, pour que ça cicatrise à l'intérieur. Du coup, j'ai une poche qui évacue mes selles directement dans le ventre, au niveau du bide. Donc, voilà, un peu, euh, un peu dans le mal sur cette partie-là, on va dire, les premiers 3 mois, 4 mois, puisque en gros, tu fais caca par une poche, t'es alité, t'as perdu tes 2 guiboles, compliqué. Quand t'es hyperactif, hum, tu dis qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc, j'essaye de contacter tous les gars qui ont été double amputés comme moi en France. Donc, j'essaye d'avoir les numéros, les trucs. Tous les gars, ils me disent, c'est compliqué, j'ai arrêté de marcher avec les prothèses. Ok, bon. Du coup, ça t'aide pas beaucoup plus. Je reprends au bout de 3 4 mois. Ils arrivent à m'appareiller la première jambe qui est cicatrisée. Et l'autre, j'avais le fémur qui était cassé en 1000 morceaux. Du coup, j'avais un fixateur externe. Donc, je pouvais pas être appareillé sur les 2 jambes. Donc, on commence l'appareillage sur une jambe, mais je peux pas faire grand-chose. Je commence ma rééducation aussi, c'est-à-dire la rééducation du corps, puisque le choc émotionnel, le choc physique, j'ai perdu 20 kilos. Du coup, tu n'es plus capable de grand-chose avec les drogues. Le psy en prend, enfin le cerveau en prend un coup et t'es au ralenti. Enfin, il faudrait apprendre un peu tout. Donc, pour la petite exemple, quand j'ai recommencé le développé couché avec la kiné, euh, en Irak, là, j'étais à 135 kilos en max. Je suis revenu avec des poids de ce qu'on peut voir dans les salles de réathlétisation, les tout petits poids, là, les haltères pour faire les biceps qui sont à 500 grammes, là. J'étais à fond pour le développer couché avec ça, quoi. Donc, rapprentissage de un peu tout, de la vie de tous les jours, voilà. Un peu dans le dur, enfin, beaucoup dans le dur même, parce que moralement, tu te retrouves à l'hosto, à l'IT, truc, santé guibole. C'est pas trop ce que va être ton avenir. Et puis, je recommence à être appareillé. J'arrive, grâce aux réseaux sociaux, à tomber sur des Américains qui gassent pas mal en double amputé. Du coup, je commence à discuter avec eux. Voilà, je vois que la vie elle continue, que beaucoup de choses est possible. Je commence à rebondir à partir de là. Dans le même temps, je suis appareillé de la deuxième jambe. Du coup, je peux commencer à l'apprentissage de la marche, la rééducation
avec les deux prothèses. Et du coup, c'est un tout. Tu vois, tu prends connaissance de gens qui sont double amputés et qui vivent leur vie de tous les jours. Toi, tu es appareillé, tu recommences à marcher. Du coup, tu te fixes des objectifs et puis tu avances au fur et à mesure comme ça. Et puis tu reprends ta vie en main, on va dire. Donc, au final, je fais un peu plus d'un an d'hosto. Donc, à l'hosto, pareil, il y a un moment, je fais un rejet de la bouffe. J'arrive plus à avaler quoi que ce soit de la bouffe de l'hôpital. Du coup, heureusement que mes parents et mon épouse peuvent être là à la maison des familles. Ils ont fait des appartements en fait sur l'hôpital pour accueillir la famille de blessés. Et du coup, c'est mon papa qui me fait à manger et qui m'apporte à manger à l'hosto. Ça, j'arrive un peu à bouffer. Et du Et coup, ouais. pardon, comment, pendant ton hospitalisation, comment tu occupais tes journées? Bah, déjà, les Tu... premiers 3 mois sont compliqués parce que je suis alité, je peux pas bouger. Donc, c'est pour ça que je suis au fond du trou aussi. Après, pendant un mois et demi, j'ai pas pu me doucher. J'étais encore avec le sable de là-bas et tout. Voilà. Donc, c'est très, très compliqué psychologiquement. Et une fois que j'ai pu un peu bouger, ça a été un peu mieux, mais pas foufou. Parce que bah, tu te retrouves en fauteuil roulant, mais avec ta poche à caca qui se décolle, t'as de la merde partout sur toi. Bon, bref, des trucs de merde. J'ai revécu, on va dire, quand j'ai commencé à être appareillé et que j'ai pris la kiné, à faire un peu de la mobilisation, refaire un petit peu de sport et trouver des exemples et à se mettre des objectifs, en fait. Après, du coup, mes journées sont rythmées bah, avec des séances de kiné 2 à 3 fois par jour. Donc souvent, bah, vu que ça faisait un petit moment que j'étais sur l'hosto, je suivais pas forcément le rythme qui était imposé par l'hôpital. Parce que normalement, tu te lèves à 8 heures pour déjeuner. Nanani, nanana. Bon, quand tu y es de passage, c'est bien. Quand tu y es pendant des mois, il y a un moment, ça va 5 minutes. Donc je me levais vers 9 heures, je déjeunais tranquillement. À 11 heures, j'allais à la kiné. Midi, je mangeais. Dans l'après-midi, j'avais rekiné et je me faisais une séance de sport en fin d'après-midi souvent. Donc, voilà. Le repas le soir, et après j'avais des camarades qui venaient quasiment tous les soirs. Donc, puisque l'unité est à Orléans, et du coup, je faisais le déplacement assez régulièrement. Donc, voilà. J'ai eu la chance aussi que pendant ma réduc, j'ai un pote de l'unité qui s'est planté en moto, qui a eu un accident de moto, et qui est resté 3 ans avec son pied avec lequel il pouvait plus courir et plus faire grand-chose. Et qui a pris la décision de se faire amputer pendant ou avant que je parte en mission. Et il s'est passé ça, on a été rapatrié sur Percy. Il se trouve que au- quand je commençais la rééducation, lui est arrivé pour se faire amputer. Du coup, on s'est retrouvés dans le même service. Donc, on était ben, moi et mon camarade avec qui j'ai été blessé sur l'accident dans le service. Mon pote qui a eu son accident de moto, qui a pris la décision de se faire amputer de son pied. Et un gars du premier PMA aussi qui a pété aussi. Du coup, on était à 4 quand même dans le service MPR de Percy. Et du coup, bon, on faisait un peu notre vie. Donc ça se passait plutôt bien. Donc ça t'aide aussi à remonter. Donc voilà, en gros, les journées. Au bout d'un an, un an et un mois, je sors de l'hôpital. Euh, je lâche les béquilles, puisqu'à l'hôpital, je marchais toujours avec les béquilles. Je lâche les béquilles et j'arrête tous les cachetons. Parce que je me sens mieux, je me sens la force de le faire. Et de sortir de l'hôpital, ça m'a fait un bien fou. Donc voilà. Donc là, à partir de là, vraiment, le côté psy remonte fois 10, tu vois. Et même si je galère à marcher et que je tombe tous les jours, ben, c'est un apprentissage et voilà. Et du coup, au même moment, du coup, on va passer sur la partie sportive. J'ai un pote qui avait déjà fait les JO et qui me dit, ils sont en train de créer l'équipe de France de volleyball assis. Ça t'intéresse d'intégrer? Je cherche du monde. Je dis, bah écoute, pourquoi pas. Euh, En fait, pour la petite histoire, on en faisait tout le vendredi, enfin, souvent le vendredi après-midi, tous les vendredis après-midi, les kinés mettaient un sport co en place pendant les séances de kiné. Et souvent le volleyball assis. Et c'est quelque chose de très simple à faire et où les valides et les handis peuvent se mettre assis par terre et jouer ensemble. Et du coup, bah, mon pote, il me dit ça quand je sors, et je dis, bah ouais, grave. Du coup, il me file les coordonnées du staff, et j'appelle le staff, je leur explique mon histoire, et que ça m'intéresse de venir tester. Et du coup, voilà, j'intègre l'équipe de France de volleyball assis pour préparer les Jeux paralympiques le premier mois de ma sortie de l'hôpital. Avec...